Alors oui, alors dans le Guépard, on change tout pour que rien ne change, mais là, non, on change tout pour que tout change. Notre travail a consisté d'abord à essayer de trouver les bons cas d'usage Ouais. pour faire en sorte de tirer au maximum parti de la data. La fonction data intègre le cœur de l'entreprise finalement. On n'a pas une bonne IA sans bonne data et on n'a pas de bonne data sans data management. Une solution, ça se met en place. Il faut mettre en place quelque chose rapidement pour ne pas user les métiers, leur donner une solution. C'est la rencontre entre une capacité technique et un besoin métier. Bonjour à tous et bienvenue à cette première émission sur la data, c'est République Data. Et on va parler d'un sujet qui passionne tout le monde. Comme vous le savez, toutes les marques, toutes les entreprises souhaitent installer une relation privilégiée avec chacun de leurs clients. Et tout ça, eh bien, c'est la data qui est au milieu. Et pour en parler, on a monté un plateau de dingue, je vous les présente. Alors David Lépicier tout d'abord, c'est le Chief Data et IA Officer chez Pernod Ricard, numéro 2 mondial des vins et spiritueux, plus de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tout à fait. Et quand vous êtes devenu numéro 1, Ah bah c'est pour bientôt, rassurez-vous. ça c'est grâce à la data que vous allez devenir numéro 1. Entre autres, oui, et surtout grâce à ce que font nos collaborateurs de cette data. Ensuite, nous avons Sébastien Rozan. Alors, il est passé chez Carrefour. Là, il est à la Française des Jeux. Et là, l'utilisation de la data, il faut qu'elle soit un petit peu spéciale, un peu éthique. Éthique et responsable, absolument, parce que l'idée c'est évidemment de personnaliser la relation avec le client, mais tout en ayant une action de protection, parce qu'il y a des addictions liées au jeu, et il faut s'assurer qu'on peut mieux protéger le client avec une meilleure connaissance de ce client. Puis nous avons notre fameux Bertrand Lemaire, rédacteur en chef, qui va m'aider à animer ce plateau. Très peu, tu fais tellement ça bien. Ensuite, nous avons le Chief Data et IA Officer de Servier Laboratoire. Donc là, on ne parle pas de clients, on parle de patients. Ah oui. Parce que c'est la colonne vertébrale de notre action, d'aller améliorer la vie de nos patients tout au long du cycle de vie de la maladie. Donc une data sensible dont on va parler dans quelques instants. Absolument. Et enfin, nous avons Olivier Romain-Joly. Alors lui, c'est le spécialiste de la Master Data Management. Qu'est-ce que c'est le Master Data Management? C'est devenir chef d'orchestre? Chef d'orchestre et surtout finalement aller gérer tous ses clients et ses patients que les personnes qui sont présentées avant ont présenté. Nous, nos clients, c'est eux et le but c'est de Et gérer ça, ces c'est clients. le boulot Ouais. de Stibo System, donc qui est une Absolument. entreprise qui est spécialisée là-dedans. Qui édite un logiciel qui permet de gérer les données maîtres. Oui. Donc un plateau de dingue et on va démarrer tout de suite avec Bertrand et une revue de presse particulièrement intéressante ce mois-ci. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Première info, Tom DeWitt. Alors, Tom DeWitt du CCF, alors nous l'avons interviewé sur République IT, le média, pour nous parler bien évidemment de la création du CCF par scission de HSBC, comme chacun sait. Donc c'est des banquiers tout ça. Ah, c'est de la banque, c'est de la vraie banque, et avec évidemment un très gros problème quand on parle de banque, c'est que personne n'a envie que son compte soit débité ou crédité de manière bizarre. Et donc la qualité de la donnée a été quelque chose de fondamental dans l'opération de scission de HSBC avec recréation de l'enseigne CCF en France. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette info? Alors, en fait, c'est toute la gestion du projet qui a été absolument extraordinaire. D'accord. Et je ne désespère pas de le faire témoigner un jour sur Place de la République à ce sujet. D'accord, donc c'est la gestion de projet qui est importante dans votre business, c'est ça? On essaie de rebondir. Ouais, c'est crucial. Enfin, je veux dire, c'est la bonne exécution finalement de projets data qui rend finalement pertinent tous nos projets qu'on va faire derrière. La question qu'on se pose, c'est pourquoi les banquiers ne l'ont pas fait plus tôt? En l'occurrence, c'est une scission. Ouais. Mais la qualité de la donnée est tout à fait au cœur du travail d'une banque. Comme disait un DSI d'une très grande banque française rouge et noire, c'est la qualité de la donnée, enfin plus exactement le système d'information, c'est la banque. Alors justement, deuxième info, c'est la BNP Paribas, qu'est-ce qu'ils ont fait? La BNP Paribas, en fait, n'arrête pas de faire de l'intelligence artificielle. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pas très original en ce moment. Ils multiplient les cas d'usage. Ils multiplient les cas d'usage dans absolument toutes les filiales. Par exemple. Et donc là, en l'occurrence, ils ont travaillé sur les réponses rapides et automatisées aux demandes par exemple de crédit ou aux demandes de cotations diverses et variées. Ils ont travaillé en fait pour rendre des réponses aux clients les plus rapides possibles. Et ça, c'est quelque chose de clé quand on est une banque.
Et le problème, c'est bien évidemment, il ne faut pas accorder un crédit quand il ne faut pas. Voilà. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on disait qu'ils étaient enterrés, le modèle c'est terminé. Tout l'enjeu, je pense, dans toutes les entreprises de grande taille, c'est de leur redonner le pouvoir, le contrôle, l'agilité. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire de pouvoir donner aux équipes qui délivrent ces projets-là, ces projets d'IA, l'autonomie entre la conception, le développement de la solution et sa mise en production, sa mise à disposition du client. Donc même des vieilles boîtes, elles peuvent se transformer, devenir agiles, comme la BNP? Oui, de toute façon, il y a une transformation agile, c'est un mouvement de fond qui touche toutes les entreprises. Et le delivery de projets de data IA doit rentrer dans ces technologies agiles en opposition au cycle en V, qui est quand même assez délétère pour des projets comme les nôtres. Donc tout le monde peut le faire? Oui, nous on le fait depuis des années, c'est-à-dire qu'aujourd'hui délivrer des projets en cycle en V, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de frein, les équipes en place qui sont l'ancien monde? Non. Si, il y en a plein. C'est-à-dire qu'il faut changer l'état d'esprit. Les gens ont envie de s'y mettre, de se dire ok, les 2 prochaines semaines on dédie du temps à faire ça, et puis on verra les semaines d'après ce qui va arriver. C'est un vrai changement d'état d'esprit fondamental. Les compétences aussi. Je pense que le challenge, c'est d'intégrer au sein des équipes produits, des équipes projets qu'on livre, des équipes qui vont être avec un profil technique, donc plus IT, plus data et plus business, et les faire bosser ensemble, souvent colocalisés au même endroit. Donc c'est la troisième info, c'est Air France. Air France, ils ont tout changé. Alors oui, dans le Guépard, on change tout pour que rien ne change, mais là, non, on change tout pour que tout change. Donc Air France, comme toutes les grandes compagnies aériennes, est actuellement en train de refondre son système d'information. Alors pourquoi? Parce que tout le système d'information d'une compagnie aérienne est basé sur quelque chose que l'on appelle le PNR. Donc le PNR, c'est l'identifiant du billet. Et tout le système d'information est bâti autour de ça. Et en fait, Air France, comme toutes ses petites camarades à travers le monde, est en train de construire son système d'information autour du client. Et donc ça suppose de réarchitecturer tout le système d'information. Parce que la data, ça dépend des systèmes d'information. Donc vous êtes un peu tributaire de ce que font les DSI. Clairement. Oui, c'est un partenariat gagnant qu'on doit faire ensemble. Essayer de construire une bonne relation, des plateformes techniques très solides et de l'autre côté des cas d'usage pertinents pour nos métiers. Le système d'information, c'est quoi? C'est la digitalisation de nos process. Et cette digitalisation, elle génère de la donnée que nous, ensuite, notre métier, c'est de l'exploiter et d'en tirer le maximum de valeur. D'accord. Par exemple. Master data, ça veut dire? D'où l'intérêt d'avoir des données fiables et centralisées. Centralisées. Ce qu'on appelle finalement la source unique de vérité au sein du SI dans les données. Donc un client qu'on trouve de manière unique à un endroit centralisé. Super premier tour d'horizon. Maintenant, on va creuser un peu plus en profondeur avec Pernod Ricard et David L'Épicier. Donc David, rebonjour. Donc tu es patron de la data et de l'IA chez Pernod Ricard. Pernod Ricard, c'est une marque qui fait rêver tout le monde, tous les joueurs de pétanque, les apéros sans Ricard. Et donc, là, c'est une boîte qui s'est transformée et qui est arrivée au positionnement dans lequel elle est au numéro 2 mondial grâce à son agilité. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ce qui s'est fait ces dernières années chez Pernod Ricard? C'est une boîte de 11 000 personnes et 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. 19 000 personnes. 19 000 personnes. Exactement. Ça fait 12 ans que je suis chez Pernod Ricard. Je prends toujours plaisir à travailler dans cette belle société. Effectivement, c'est un groupe qui a beaucoup fonctionné avec des acquisitions. On s'est étendu géographiquement, on a racheté des belles marques, on a construit aussi des belles marques. 240 marques, c'est ça. Vous êtes propriétaire. C'est ça, exactement. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact, mais effectivement, on a beaucoup de marques et qui sont différentes d'un pays à un autre. Et tout le défi, pour nous, c'est de construire un portefeuille de marques qui soit adapté à chacun des marchés. D'accord. Donc un portefeuille de marques avec de la data, bien entendu. Exactement. Des clients différents. Tout à fait. Alors comment on orchestre tout ça dans l'intérêt de l'entreprise? Alors, notre travail a consisté d'abord à essayer de trouver les bons cas d'usage pour faire en sorte de tirer au maximum parti de la data. On a historiquement construit, il y a 4 ans, beaucoup de programmes autour du sales et marketing, parce que le commercial et le marketing, c'est un des gros piliers de notre activité chez Pernod Ricard. Le commercial, c'est-à-dire les représentants de la marque qui vont voir les distributeurs et qui alimentent les rayons. Exactement. Et c'est là où, on en parlait dès le début, il y a un défi parce que, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas forcément notre force commerciale en propre dans tous les États, alors qu'en Inde, par exemple, on a nos propres commerciaux sur le terrain. Et la visite des établissements est différente. Et là où un des premiers cas d'usage, c'était justement d'optimiser les visites en essayant d'avoir l'ADN de chacun des points de vente et ensuite de définir un score. Et ce score et la façon de le calculer est différent d'un pays à un autre. Dans le cas d'usage, c'est les bonnes visites au bon moment, dans le bon point de vente, avec les bons produits. Exactement. Alors comment on réussit ça? Comment on y arrive?
Alors, je dirais que le défi principal, c'est de connecter des experts de data avec des équipes métiers sur le terrain qui viennent nous expliquer concrètement, bah voilà, moi c'est ça ma tournée, c'est comme ça que je le visite. Moi en tant que responsable des commerciaux sur une zone, voilà comment j'organise mes équipes et de venir construire quelque chose qui répond parfaitement à leurs besoins. Et donc, je parlais justement de cet ADN de visite. Et ben, on construit à chaque fois une formule un peu différente d'un pays à un autre pour s'adapter à leur contexte. Alors Sébastien Rosanne, je sais que vous étiez chez Carrefour, donc c'est des problématiques que vous connaissez. Pour réussir une opération de data gouvernance, il faut travailler avec les métiers, il faut être pratico-pratique. Oui, et puis en plus, toutes ces données-là, elles sont, que les points de vente récupèrent, et notamment Carrefour ou d'autres distributeurs sont des gros revendeurs de produits Pernod Ricard. Ils collectent ces données-là et après, on a une historisation de ces données-là sur de nombreuses années. Ça permet d'identifier des tendances et même de pouvoir pousser des promotions pour les distributeurs qui vont être beaucoup plus personnalisées parce qu'on arrive à comprendre les comportements d'utilisation et d'achat des clients. Oui, bah nous, on a des problématiques un petit peu différentes. Un petit peu différentes, dont on parlera tout à l'heure. Mais donc et là. Visite médicale. Bertrand, la particularité de Ricard, c'est quoi par rapport aux grandes marques? En fait, la particularité de Ricard, c'est tout simplement de ne pas connaître son client finalement. Parce que Ricard va vendre au café, va vendre au restaurant. Il n'y a pas de site e-commerce où on achète directement ses bouteilles? Quelques-uns, notamment en Chine. Ouais. Mais c'est pas ça qui drive le principal. L'essentiel activité se passe par la distribution. Exactement. D'accord. Et donc, par conséquent, avoir la data réelle du client, c'est très compliqué. Ce qu'on peut avoir, c'est des tendances de consommation et des tendances d'envie de consommateurs. D'ailleurs, c'était un de nos cas d'usage aussi, c'était aussi de segmenter toutes les demandes, marché par marché, de dire quels sont les moments de consommation, par exemple l'apéritif en France, par exemple les soirées en boîte de nuit, et essayer de bien qualifier tout ça pour ensuite se dire voilà quelle opportunité métier on peut avoir, quelle opportunité business, et ensuite de pouvoir dire ok, voilà comment on va faire notre plan marketing derrière. Ce cas d'usage qui a été monté pour les commerciaux, le ROI, c'est quoi? Ils ont vendu plus, ils sont contents? C'est quoi leur retour d'expérience? Alors, le retour d'expérience, déjà, on regarde sous deux aspects. Effectivement, est-ce que ça rapporte? Et comment ça rapporte? En fait, on essaye de regarder leur visite passée et on essaye de faire finalement ce qu'on appelle de l'A/B testing. Donc, regarder avant, après, comment ça s'est passé et quels étaient les gains qu'on a pu avoir. Puis aussi, on mesure leur satisfaction et leur retour client. Et les gains? Comment? Les gains, c'est combien? Et les gains, c'est plusieurs millions d'euros par an en récurrent. On est au début de l'histoire? Ouais, on est au début de l'histoire, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que c'est une histoire qu'on va faire sur le long terme. C'est-à-dire qu'on fait évoluer ça, on en rajoute des nouvelles fonctionnalités. Cette année, par exemple, dans certains pays, on a fait de la géoptimisation pour dire aux commerciaux, basé sur votre temps de trajet, on vous recommande de points A, B, C, D, E, et comme ça, vous pourrez aller voir F parce que vous aurez plus de temps et moins de temps sur la route. D'accord. Fresque de la data, vous avez monté ça, c'est quoi? Oui, ça c'est de l'acculturation. On en parle beaucoup, mais du coup, ça c'est un sujet très concret. On fait passer nos employés pendant 3 heures dans une session. On leur explique toute la vie de la data en disant, voilà, d'abord on va construire un dashboard, ensuite on va construire un programme IA, ensuite on va faire un LLM, et puis vous allez comprendre au fur et à mesure tous les concepts techniques qu'on va vulgariser, et c'est nos équipes qui les animent avec des équipes business. Et donc du coup, comme ça, à la fin, ils ressortent avec une bonne compréhension de tous les enjeux et toutes les difficultés qu'il peut y avoir. Et puis l'éthique, il ne faut pas trop consommer d'alcool, il faut le consommer. Alors comment vous gérez cette contradiction, on va dire, cette injonction contradictoire? Alors, notre raison d'être chez Pernod Ricard, c'est créateur de convivialité. Et en fait, pour moi, je suis convaincu aussi, pas de convivialité avec de l'excès. C'est pas possible, je veux dire, et donc il faut qu'on soit responsable. C'est pour ça qu'on est sur un segment aussi, on fait des marques premium, on a envie que les gens en profitent, mais raisonnablement. Et quand on en profite raisonnablement, en fait, on passe un bon moment, tout le monde passe un bon moment, et c'est comme ça qu'on vit finalement notre métier. Merci David pour ce témoignage chez Pernod. Maintenant, on va creuser avec ce qui se passe à la Française des Jeux. Alors, on va parler maintenant de ce qui se passe à la Française des Jeux avec Sébastien Rosanès, que Bertrand connaît bien, parce que ça fait que déjà un moment qu'il est dans la data, lui. Ah oui, Sébastien, je ne sais pas, ça va faire 20 ans au moins. C'est un précurseur. On peut le dire, on peut le dire. D'accord. Alors, Sébastien Rosanès, effectivement, met Française des Jeux depuis seulement 2 mois. Mais, période d'essai, donc. Donc, en matière de convivialité, le jeu, c'est pas mal. Mais il y a un deuxième point commun avec Pernod Ricard, c'est cette obligation de sobriété, quelque part. Donc, le jeu responsable, ça signifie quoi? Donc, c'est hyper concret, en fait. L'idée, c'est de pouvoir connaître notre client, de pouvoir lui personnaliser la relation, tout en le protégeant.
Ouais. L'enjeu derrière tout ça, c'est de s'assurer qu'un client qui consomme un jeu, c'est un peu comme le cas de David tout à l'heure sur l'alcool, n'est un bon client que si il le consomme de manière responsable. Et très concrètement, l'idée, c'est de pouvoir passer des messages, notamment via notre buraliste ou notre vendeur qui va vendre les produits sur peut-être le jeu excessif. Il y a beaucoup de campagnes publicitaires autour du jeu excessif faites par la Française des Jeux. Il y a des emails où même on va customiser nos jeux pour qu'ils soient pas trop excessifs. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. Sur notre app, on a des jeux sur lesquels on peut rejouer en automatique. On joue, on gagne, et puis on appuie sur un bouton, on peut rejouer. Au bout d'un certain nombre de parties où tu rejoues, on va plus te mettre le bouton en automatique, le bouton va disparaître. Et ça va être beaucoup plus compliqué, ça va te demander de sortir du jeu et de revenir dedans pour pouvoir avoir ce petit temps de recul qui te donne le temps de dire réfléchir, est-ce que vraiment je veux rejouer au bout de 5, 10, 15 fois. Voilà, donc l'idée, c'est aussi d'intégrer ça dans l'expérience du joueur en mode dynamique. Alors vous êtes les patrons de la data et de l'IA, donc ça veut dire que vous allez avoir de plus en plus de pouvoir, on est d'accord, et de plus en plus de responsabilités aussi. Alors comment vous voyez l'avenir? Quel type de cas d'usage? Grosse expérience chez Carrefour, par exemple, on a entendu le témoignage de Pernod Ricard tout à l'heure. Ça va continuer de se développer, vous allez prendre de plus en plus de poids dans les entreprises, vous allez avoir une responsabilité nouvelle peut-être. Oui, absolument. En fait, dans une boîte comme la Française des Jeux, en fait, 80% des clients sont en point de vente et on ne les connaît pas, de facto. Et par exemple, nous, on met en place en 2025 un programme relationnel qui va permettre de s'enregistrer, de se loguer finalement, comme on le fait en ligne, pour que quand vous arriviez, vous soyez reconnu et qu'on puisse adapter aussi les jeux qu'on va vous proposer et même les activités de jeux responsables. Et ça donne un point encore plus important parce que finalement, ça replace la data au cœur de la relation client. Avant, c'était le buraliste qui était l'intermédiaire. Maintenant, on peut aller en direct avec le client pour pouvoir communiquer, partager des choses. Et donc, la fonction data intègre le cœur de l'entreprise finalement. Être reconnu, est-ce que c'est accepté par tous les consommateurs aujourd'hui quand ils arrivent dans un point de vente, dans un magasin, chez Servier? Nous, il n'y a pas de point de vente. Oui, c'est un peu différent, mais oui, c'est important pour nous que... Les gens sont mûrs pour ça, pour être identifiés c'est vrai qu'il faut... nous, le côté responsable, effectivement, est hyper important. Pour toutes les boîtes, elles jouent leur image de marque quand même. Oui, et puis c'est aussi un enjeu de recrutement aussi. Si votre société n'a pas un bon intérêt, pour les employés, les gens vont partir. Les consommateurs, ils vivent ça comment, eux? Est-ce qu'on leur pose la question déjà? Alors, nous, nos clients leur posent la question. On va avoir les deux cas. On va avoir les entreprises qui vont souhaiter fidéliser vraiment, donc gérer toutes les informations de fidélisation. Et puis dans d'autres cas, on parlait de Pernod Ricard tout à l'heure, on n'est pas forcément sur une fidélisation, ça va faire, c'est pas forcément la chose qu'on va pousser. Donc ça va beaucoup dépendre. Donc je dirais qu'on sait gérer l'un ou l'autre. Est-ce qu'on risque pas d'atteindre un point qui va énerver les consommateurs? On est trop tracé, on nous identifie trop. Je ne sais pas, c'est une question. Il faut donner le contrôle au consommateur pour savoir s'il souhaite ou pas être faut lui donner le choix. Enregistré. L'option, le choix de rentrer ou pas dans le programme de fidélité, le programme d'accompagnement ou le programme de connaissance client plus généralement. Mais l'idée, c'est aussi de lui apporter de la valeur ajoutée. Je pense que si c'est juste tracer le client pour tracer le client, sincèrement, au bout d'un moment, on va tous se déloguer, on va tous passer en anonyme. Et l'idée, c'est qu'est-ce que je peux avoir comme valeur ajoutée supplémentaire, soit parce que je vais avoir des points de loyauté quand je suis chez un retailer classique, ou si je vais avoir finalement un assortiment de produits qui va m'être proposé qui sera beaucoup plus adapté. Donc du coup, je vais perdre aussi moins de temps, moins de friction dans mon acte d'achat parce qu'on me connaît. Et derrière, je peux rapidement faire autre chose et je ne passe pas des heures à scroller sur un site web parce que je cherche l'information ou le produit qui est important pour moi. Mais qui va justement avoir la finesse de dire, quand on a des milliers de clients, de détecter justement les irritants, les irritations? Comment vous faites? Et ça va être votre job, ça, de mettre cette gouvernance en place? Nous, on est moins sur les clients. Ou c'est le marketing qui fait ça? C'est le marketing, mais sur le marketing, c'est vrai que dans notre métier maintenant, on vient annoncer parfois des mauvaises nouvelles. Par exemple, la croissance d'un pays ne va pas bien. J'ai eu ce cas il n'y a pas longtemps. Et le directeur marketing qui descend et qui dit vos prévisions, est-ce qu'elles sont fiables? Parce qu'elles sont vraiment très pessimistes. D'accord. Et vous avez intérêt d'être très sûr parce que là, du coup, on va désinvestir dans certains pays vis-à-vis de ce que vous avez donné. Et c'est une nouvelle responsabilité qu'on a dans nos métiers une fois que c'est en production. Et c'est hyper, c'est un peu stressant en fait. Donc Sébastien, c'est ça, main dans la main avec le marketing, il faut apprendre à se connaître? Le marketing, mais aussi toutes les fonctions de l'organisation. Ça peut être aussi le service client, parce que derrière aussi, il y a des clients qui peuvent venir se plaindre ou avoir un besoin en dehors du cursus commercial classique. Il faut pouvoir les gérer, comprendre les points d'achoppement, les problèmes qu'ils rencontrent. Et ça, avec la donnée, on peut la récupérer et donc proposer aussi une réponse beaucoup plus personnalisée.
Merci Sébastien Rosanès. On continue sur cette data éthique avec le laboratoire Servier. Alors Bertrand Lemaire, là on va rentrer dans un autre univers, moins marchand, c'est celui de la santé. Oui, Et il y a la data dans la santé. Ah bah, bien évidemment. Et là, on ne parle pas de clients. On va parler, donc avec les laboratoires Servier, de patients. Et on ne va pas parler de consommation, mais de médecine de précision. Alors Brice Miranda, patron de la data et de l'IA chez Servier, on joue sur les mots. Qu'est-ce que ça change entre un patient et un client consommateur? Non, on ne joue pas sur les mots parce qu'un client, c'est un business de B2C, voire de B2B2C. Vous dévalorisez un peu le B2C. Oui. Oui, vous le dévalorisez. Non, Ah. je ne vais le dévaloriser pas, je dis que c'est différent. D'accord. Donc nous, franchement, notre ADN, Oui. c'est d'aller améliorer la vie des patients en proposant aux professionnels de santé des traitements qui leur correspondent et des traitements personnalisés. La D'accord. data, elle nous aide à faire des traitements personnalisés et d'aller nous orienter vers la médecine de précision qui était évoquée par rapport à des traitements aujourd'hui qui sont plus génériques, on va dire. D'accord. Donc chaque patient est unique. Oui, Il donne des informations qui sont super confidentielles. oui, Chaque maladie est unique oui, aussi. oui. Et donc il faut matcher tout ça. C'est ça. En fait, Donc, vous avez une avez... responsabilité incroyable. Oui, c'est une responsabilité, mais c'est aussi extrêmement motivant. Et c'est ce qui motive nos équipes au jour le jour, de trouver ces médicaments et ces thérapies ciblées, adaptées aux patients, parce que vous avez des maladies assez génériques comme le cancer, par exemple. Ouais. Mais il y a plusieurs sortes de cancers et des sous-cancers. Ouais. Donc, en fonction de votre patrimoine génétique, de vos données cliniques, nous, ce qu'on recherche, c'est d'aller cibler des traitements, des posologies, des médicaments adaptés à nos patients pour améliorer leur vie. Et puis pour le patient, on va aussi aller personnaliser son parcours de soins. Parce que les parcours de soins, on sait que c'est trop compliqué. Avec la data, on va reconstituer l'ensemble de son parcours. Et la troisième chose qu'on peut faire pour le patient, c'est que nous sommes aussi capables d'aller prévenir des rechutes. Avec les données, on peut l'aider à prévenir des rechutes. C'est magique. Ah non, mais franchement, c'est très pertinent l'aspect sur l'utilisation de la donnée pour prédire, parce qu'en fait, c'est tout ça l'enjeu de l'IA. Ouais. L'IA, La c'est pas juste d'être rétrospectif et de faire une analyse historique de ta donnée, mais c'est de pouvoir savoir demain quelle est la probabilité d'avoir un problème de santé ou d'acheter un produit quand on est dans le monde de la consommation. Oui, bah c'est ça. De toute façon, la data, c'est le socle de l'IA. Nous, on a un petit gimmick. On dit on n'a pas une bonne IA sans bonne data et on n'a pas de bonne data sans data management. Ça fait faire plaisir. Alors comment on orchestre tout ça? Parce que ça fait rêver quand on entend ça. Comment ça s'orchestre? Quels sont les garde-fous qu'il faut mettre en place pour éviter les dérives, les mauvaises informations? Alors nous, justement, on est dans une logique de démocratisation aujourd'hui de la data et l'IA chez Servier, c'est-à-dire qu'on ouvre, au-delà de mes équipes, on ouvre et on autorise l'ensemble de l'entreprise à aller utiliser ces outils. Mais pour ça, il y a un cadre, il y a des règles, ce n'est pas open bar, pour faire un petit rebond. Et nous, on est garant de mettre des guidelines sur l'éthique, sur l'efficience économique, sur l'impact environnemental, sur la compliance, parce que dans la pharma, c'est quelque chose qui est très régulé, c'est un domaine qui est extrêmement régulé, et donc on doit rester en permanence compliant. Donc on met un cadre et on ouvre, on démocratise. Est-ce qu'on est toujours dans le master data management? Oui, complètement. Avec justement ces problèmes de régulation. Et puis en particulier, quand on est sur les données de santé, des problématiques où on doit gérer des données dites dynamiques. Pas uniquement les données statiques, parce qu'il y a des problématiques de numéro de lot, d'identifier un médicament particulier. Ce qui fait qu'on est dans ce domaine, on sort un petit peu du champ. Voilà. Alors, il n'y a pas que le patient, il y a aussi les soignants. Donc cette donnée, elle vous sert aussi à aider les soignants. Donc comment vous faites? Alors, si on parle vraiment du professionnel de santé, nous, notre objectif, c'est, vous savez, il y a une forme d'infobésité aujourd'hui pour les professionnels de santé. Et donc, ce dont on a besoin, il y a trop en fait, le monde va beaucoup plus vite. Donc, il y a des études partout, des médicaments, etc. Donc, il y a trop de médicaments, trop d'infos. Trop de médicaments, non. Mais il y a beaucoup d'informations. Et donc, on a besoin de leur donner l'information dont ils ont absolument besoin et donc de personnaliser et de scorer l'information dont ils ont besoin pour qu'ils gagnent du temps. Eux, ils ont besoin d'être efficaces. Eux, ce qu'ils veulent, c'est trouver la réponse à leurs questions, que ce soit sur un diagnostic, que ce soit sur une posologie, que ce soit sur un médicament. Et donc, on a besoin de personnaliser les réponses plutôt que de diffuser une information large. Et puis après, évidemment, pour aider, on a de la recherche et développement pour, on va peut-être y revenir, pour produire et trouver les médicaments de demain. David Lépicier, c'est intéressant. Oui. On travaille sur un écosystème. Est-ce que ça donne des idées pour la distribution dans votre activité en particulier?
Non, je trouve que les cas d'usage dont tu parlais, ils sont hyper clairs. Enfin, j'imagine que vous avez connecté bien vos équipes métiers avec vos experts techniques, qu'on puisse réussir main dans la main à construire quelque chose. Et pour moi, c'est tout le défi. Ouais. Au final, on est un peu à la fin des bureaux des statistiques avec une technologie qui est le machine learning derrière pour nous aider. Ouais. Mais pour le faire, il faut qu'on ait vraiment ce lien entre ces deux professionnels pour réussir à construire ces cas d'usage hyper précis. De toute façon, moi j'ai coutume de dire un cas d'usage, c'est la rencontre entre une capacité technique et un besoin métier. Ouais. Et c'est cette rencontre-là, quelle que soit l'entreprise, qui va réussir à faire émerger le cas d'usage à valeur. Et c'est Alors ce qu'on justement, pour terminer, l'innovation, justement, quel type d'innovation va naître justement de ce travail collaboratif, intelligence collective presque. Alors nous, l'innovation, c'est vraiment la R&D. Il faut qu'on trouve les médicaments de demain pour les patients. Et donc, si je simplifie, il y a toute une phase de recherche où on va essayer de trouver la bonne cible dans un médicament. Vous allez utiliser la data IA. Qu'est-ce que je veux attaquer dans le corps humain? Quelle est la bonne molécule? Ensuite, vous allez travailler la toxicité, comment le corps assimile le médicament. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez faire vos essais cliniques. Et là, on va accélérer les essais cliniques. On va essayer de trouver ce qu'on appelle le marqueur de la maladie pour bien sélectionner les patients dans l'essai clinique, bien sélectionner les sites géographiques. Et puis ensuite, après, il y a de la génération de documentation pour les autorités de santé pour publier le médicament. Et donc, partout, dans toutes ces étapes de la recherche et développement en pharma, et en particulier chez Servier, on accélère, on met des moyens et on fonce grâce à la data et l'intelligence artificielle. Merci Brice, c'est passionnant. Et on continue avec un professionnel de Master Data Management, notre ami Olivier Romain Joly. Alors on va terminer avec Olivier Romain Joly, Bertrand Lemaire. Avec lui, on va essayer de comprendre comment finalement on orchestre tout ça. Et comment on y arrive. Oui, parce que là, on va parler un petit peu outils quand même, parce Oui. qu'on a parlé beaucoup de cas d'usage, de cas pratiques. Mais les outils, combien ça coûte, etc. voilà, alors combien ça coûte, je ne sais pas s'il va accepter de nous le dire. On va voir. Et puis donc, alors, Stibo System, éditeur de logiciels, américain. Danois. Ah oui, pardon. Européen. Européen. C'est un complètement. avantage concurrentiel d'être européen. En Europe, peut-être. Ouais. Il y a un vrai sujet sur En la Amérique. souveraineté de l'information, de la data. Oui. On est d'accord. Oui. Donc, d'être danois, c'est quand même mieux que d'être chinois ou américain. Oui, alors nous, on travaille partout dans le monde, puisqu'on a des bureaux dans 20 pays, y compris aux États-Unis. On se développe là-bas. On a des data centers aussi dans différents endroits pour justement servir la donnée au plus près de nos clients. Alors, Voilà. première question, c'est la gestion des données de référence. Ouais. Parce qu'on parle de données, de déploiement, de cas d'usage, etc. Mais si la data elle est pourrie au départ, ça ne le fait pas. Oui, c'est pas terrible, effectivement. Mais avant de parler de gestion des données dans un système, on parle de cas d'usage, on parle de gouvernance, on parle de préparation. Et après, on parle d'outils. C'est assez important. Il ne faut pas imaginer arriver et l'outil va tout faire, ça va être magique. Une data gouvernance, ça se décline dans un outil, mais ça se définit. C'est une problématique métier à la base. Alors, comment on met ça en place? Les différentes étapes, c'est quoi? Au départ, on commence par interroger les métiers, les personnes qui sont concernées. On établit ce qu'on appelle Donc des... on leur pose quel type de questions? Comment vous travaillez, de quoi vous avez besoin, quels sont vos process. C'est ce que vous faites? Ok. De quoi vous voulez être responsable. Ils ont qui va être mûr responsable là-dessus de pour quoi. expliquer ce dont ils ont besoin, les métiers? Pas forcément, c'est très très variable. Il faut les pousser un peu? Ouais, il faut parfois les pousser un petit peu, surtout quand on arrive au début d'un projet de mise en place et qu'en fait ils ne se sont pas posé la question. Où là, il faut finalement un petit peu rembobiner pour repartir un petit peu avant. Donc première étape, on va aller voir les métiers. Ensuite, deuxième étape? Deuxième étape, on va rédiger ce qu'on appelle des phases de blueprint en amont et puis après des phases de spécification, on va établir un cahier des charges. Voilà. Donc c'est un petit peu décrire quels sont les tenants et aboutissants qui vont conduire à la mise en place d'une solution. Les cas d'usage, la gouvernance, les besoins, quel type de données on gère. Parce qu'on parle de données maîtres, il y en a plein. Il y a les données de référence, on dit ça, on a dit beaucoup de choses. Et cette phase-là, elle prend beaucoup de temps, je suppose? Ça dépend des cas. Ça dépend de la complexité, mais ça peut prendre pas mal de temps. Mais il faut considérer que dans cette phase-là, généralement, on ne perd pas de temps. Parce que pour les métiers, c'est une façon de se poser. Et nous, quand on discute avec nos clients, plus c'est préparé, plus finalement, ils ont eu la capacité d'envisager la mise en place de la solution. Et mieux ça se passe derrière. David, chez le Pernod, tu as pris du temps pour ce cas d'usage avec les commerciaux? Ouais. Et il faut en passer du temps. Il faut en passer et puis il faut essayer de faire ça graduellement. Par exemple, sur le marketing, au début, on demandait aux gens c'est quoi votre campagne. Et ensuite, il va falloir nous dire sur quelle marque et puis ensuite dans quel pays. Et puis on va essayer de trouver un code qui permet d'encapsuler ça. Mais il faut faire de façon progressive, sinon c'est trop brut
Et du coup, les gens vont partir, quoi. Donc Sébastien, il ne faut pas griller les étapes. Non, et puis c'est surtout bien identifier ces données un peu centrales. Ouais. Quand on parlait des master data, en Ouais. fait, c'est un peu comme les organes vitaux dans le système data, avec les données produits, qui doivent être évidemment centralisées, Oui. les données de points de vente, Ouais. qui sont clés pour savoir où est-ce qu'on vend. Ces données-là, c'est un peu les axes sur lesquels on fait toutes les analyses derrière. Donc c'est pour ça que le master data management est aussi clé dans la plupart des entreprises. Donc ça, c'est la deuxième Tous étape. on les connecte. Troisième étape. Oui. Une fois qu'on a ça, troisième étape, c'est quoi? Troisième étape, c'est mettre en place la solution, donc commencer à l'implémenter. Alors, Et ça, quelle solution la nôtre, Oui. de préférence, Oui. puisqu'effectivement. Donc une solution plutôt Une souveraine couverture assez large. européenne. Ouais. Oui, et puis surtout qui va couvrir un grand nombre de domaines. C'est-à-dire Ouais. dans notre solution, vous allez pouvoir couvrir les domaines dont on a parlé clients, mais Ouais. aussi les domaines fournisseurs, les domaines points de vente, location. Donc une solution ouverte. Une solution ouverte, pas de l'ouverture, c'est plutôt de la couverture. Oui. Et ce qui va être très important, c'est de ne pas vouloir tout faire d'un seul coup. C'est-à-dire qu'une solution, ça se met en place, il faut mettre en place quelque chose rapidement pour ne pas user les métiers, leur donner une solution. Et ensuite, ça évolue dans la durée. La force du Master Data Management, c'est vraiment ce qui était cité tout à l'heure, la source unique de vérité. On dit single source of truth chez nous, là, en anglicisme. Mais globalement, c'est sa force et son talon d'Achille. Parce que quand ça ne marche pas, on est en grande difficulté parce que ça irrigue toute l'entreprise. Mais quand ça marche bien, ça nous permet vraiment de parler d'une même valeur pour un même objet métier. Et ça, c'est extrêmement important et donc c'est absolument vital dans notre stratégie. Justement pour faire de l'omnicanalité, quand tu commences à avoir une vue 360 du client Exactement. et que tout le monde parle du même client, qu'il soit en ligne ou hors ligne, derrière, tu as des opportunités qui s'ouvrent de personnalisation, de connaissance du client. Dans le déploiement, il y a aussi la volumétrie, les problèmes de règles internationales. C'est des groupes internationaux. Il faut plugger tout ça sur la solution. Ça dépend des réglementations d'un pays à l'autre. Oui, c'est absolument essentiel. Et c'est pour ça que notre solution, et d'autres solutions, soyons quand même honnêtes là-dessus, elles vont proposer ce qu'on appelle une contextualisation de la donnée. C'est-à-dire que la même donnée, un client, il va être décliné dans différents pays, ou un produit va être décliné dans différents pays, avec tous les aspects localisation. Par exemple, un taux de TVA, ce n'est pas le même selon le pays. Par contre, c'est quand même le même produit. Donc on va avoir ces éléments-là. Alors, moi j'ai une question sur les personnes physiques, parce que la même personne peut être soit client à titre privé de Pernod Ricard, mais peut être aussi salarié d'un fournisseur, ou salarié de Pernod Ricard. Alors c'est trois informations différentes? Oui, tout à fait. Ouais. Non, ça dépend. En fait, on va souvent parler de tiers, c'est-à-dire une personne. Voilà. Exactement. Comment on s'organise en fait. Exactement. C'est le choix de l'entreprise qui Exactement. C'est la gouvernance. C'est-à-dire en termes de gouvernance, on va dire est-ce qu'on veut qu'un client qui est aussi fournisseur, on le merge au sein d'une même persona qui va être un tiers, ou au contraire, on souhaite les gérer séparément parce que c'est des problématiques complètement différentes. Merci Olivier Romain Joly. On a tout compris maintenant et on va poursuivre avec un débat, mon cher Bertrand. De quoi on va parler? Eh bien, nous allons parler de la data nécessaire pour personnaliser cette expérience client ou patient. Mais jusqu'où faut-il aller? Alors la data est partout, comme vous l'avez vu, mais il y a l'IA qui arrive aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle risque de brouiller l'espace, peut-être de déclencher des dérives, mon cher Bertrand. Les dérives, en fait, vont beaucoup plus loin. L'intelligence artificielle, c'est juste une manière d'exploiter la donnée. Oui. Le vrai problème, c'est que cette donnée n'est-elle pas elle-même excessive? C'est-à-dire, aujourd'hui, des consommateurs se retrouvent traqués quelque part et ont des réactions de rejet vis-à-vis de ce tracking. Et donc, tout le travail du Chief Data Officer et du responsable marketing, ça va être de savoir mesurer. Et des entreprises. Et des entreprises, ça va être de savoir mesurer la pression data. Alors, on commence avec Brice. Oui. Donc, on va rentrer dans un contexte complètement fou. C'est complètement dingue ce qui va nous arriver. Donc nous, comment on va faire? Nous, franchement, on a l'utilisation de la data IA de façon éthique et responsable, c'est une préoccupation majeure. Oui. Et donc là, on est en train de réfléchir. Ça va créer du contenu. Oui. Ça va brouiller les pistes. Donc il faut qu'on ait des garde-fous. Oui. Et ces garde-fous, ça ne sera pas que de la régulation. Donc nous, on est en train de réfléchir à des logiques de charte, à des logiques de comité éthique, à des logiques de mesure de notre impact, de nos biais dans les algorithmes, de notre impact carbone. Voilà, tout cela est en cours de réflexion et c'est pour une mise en place dans les mois qui viennent. Sébastien, est-ce qu'on va vraiment y arriver? Parce que les digues, elles sont faites aussi pour s'écrouler.
Non. Moi déjà il y a des régulateurs. Donc, Ouais. je pense dans toutes nos industries il y a des régulateurs assez forts, notamment moi dans le Donne-moi jeu. des exemples de régulateurs. Donc moi le régulateur, ça s'appelle l'ANJ qui régule tous les jeux en France, notamment pour le marché français. Et elle impose des règles sur l'utilisation de la donnée et sur l'accès aux consommateurs, sur la protection du joueur, notamment en mettant en place des mesures pour refroidir les consommateurs qui vont jouer un peu trop excessivement. Voilà. Et évidemment, le régulateur apporte ça, mais je pense que comme tu disais, c'est aussi aux entreprises de s'imposer ces normes-là. Nous, on a écrit une charte éthique de l'IA qu'on diffuse dans l'organisation, qui définit nos principes, qui nous guident dans la conception des IA. Et c'est un engagement qu'on est après aussi à prendre auprès de nos joueurs en disant voilà comment votre donnée sera utilisée. Et à la fin, vous pouvez avoir le contrôle sur plein d'éléments liés à cette charte éthique. Et chez Pernod Ricard, donc alors l'addiction à l'alcool, vous ne pouvez pas faire de télé, déjà super contraint. L'IA va ouvrir des brèches. Effectivement, tout ça dépend encore une fois de la régulation de chacun des pays. Maintenant, c'est vrai que par exemple sur chaque campagne marketing qu'on fait, on a un comité en interne qui s'assure que la communication qui sera faite à nos consommateurs est responsable. Ça existe déjà. Maintenant, c'est vrai que si on se dit qu'on peut générer des images, des vidéos avec de l'IA, ce qui est déjà possible, on arrive déjà à le faire. Ça existe déjà. Voilà, c'est déjà ça. Et maintenant, ça va aller de plus en plus vite. Et là, on arrive à le faire avec une qualité incroyable. C'est-à-dire que même, on a fait un petit jeu en interne. On demandait aux personnes de regarder parmi 5 images, de savoir si c'était des images de nos réseaux sociaux existants ou si c'était des photos qu'on avait générées. Et il se trouve que la plupart des gens se trompent. Et c'est normal parce que même moi, quand je les vois, je suis assez bluffé. Maintenant, la question, et c'est ça que vous posez sur la table qui est très bien, c'est comment on suit tous cette cadence-là. C'est-à-dire comment on arrive à faire en sorte que les gens qui valident puissent valider encore plus de contenu. Comment on s'assure que les gens qui le produisent respectent encore bien la charte et l'ADN des marques qu'on est en train de créer. C'est ça le défi. Et pour ça, il faut embarquer tout le monde, il faut expliquer, il faut comprendre les limites et les possibilités et s'assurer que tout le monde puisse y aller ensemble. Alors en fait, la raison pour laquelle aussi on parle de l'IAG là en ce moment, c'est précisément parce que la data va permettre de définir des profils de consommateurs. Donc je vais prendre un exemple basique, mais imaginons qu'on détecte que vous adorez le rose, eh bien on va mettre la bouteille de pastis sur un fond rose. Et ce qui va permettre de pousser finalement l'achat de la bouteille de pastis. Donc ça, évidemment, c'est problématique. Alors c'est problématique et Olivier Romain-Joly, est-ce que le consommateur, au bout d'un moment, il ne va pas en avoir marre d'être traqué et qu'on lui apporte tout ce qu'il demande sur un plateau? Est-ce qu'il ne risque pas de s'enlever, de se désinscrire? Moi, en tant que consommateur, peut-être, mais après, nous, je dirais, en fournisseur d'outils, ce n'est pas forcément la question. La question, c'est où on met l'IA. On doit fournir une donnée qui est fiable et qui est de qualité. Donc, elle ne doit pas être inventée. Par contre, l'IA, nous, on est déjà dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des textes marketing qui sont contribués sur de l'information produit, dans le rassemblement de sources de données pour des clients, par exemple, semblables, on a déjà ça dans nos solutions. Donc, c'est une aide. Non, mais en fait, la question, c'est la question de la valeur que vous apportez, nous en l'occurrence, aux patients. Ça peut être aux consommateurs, c'est la même analogie. Nous, le patient… C'est un peu différent quand même de la grande conso. Mais vous pouvez amener de la valeur. Vous pouvez amener de la valeur. Nous, on amène de la valeur parce qu'on l'aide à ne pas oublier à prendre son médicament. Et on sait que c'est l'adhérence thérapeutique. Et il y a des médicaments qu'il faut prendre en temps, en heure. Et c'est assez dramatique si vous oubliez, si vous sautez des prises, si vous en prenez plus, exactement. Donc, si vous amenez de la valeur au patient, alors il adhère et il est prêt à partager ses données. Et je pense que ça peut être la même chose pour le consommateur. Il y a une difficulté particulière, surtout quand on parle de données de référence, c'est les différences de régulation et même de culture entre les pays. L'exemple classique, en France, il est formellement interdit de traiter des données comme par exemple l'orientation sexuelle, l'ethnicité, la religion. L'ethnicité, c'est-à-dire en gros la couleur de peau. D'accord. Eh bien, aux États-Unis. Attends, c'est interdit en France. Ah, c'est formellement interdit. Mais quels moyens on a de contrôler que. Il y a des contrôles et il y a parfois des entreprises qui ont des grosses amendes. D'accord. Alors en France, c'est interdit. Ah, c'est interdit et dans en Europe. Quel pays c'est autorisé? Et c'est même obligatoire quasiment aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne fait pas de marketing sans tenir compte de l'ethnicité, de l'orientation sexuelle, voire de la religion. Alors David, Pernod Ricard est installé aux États-Unis, donc ça veut dire que vous vous affranchissez d'un certain nombre de règles qui existent en Europe, parce que chaque continent a ses propres règles? Non, non. En fait, on applique des règles globales, éthiques, qu'on applique à toute entreprise. Internationales, c'est les règles de Pernod. Exactement. Enfin, je veux dire, on a un comité qui revoit l'ensemble des grandes campagnes qu'on fait. Et ce comité-là a certains principes
qui sont plutôt des principes, on va dire, éthiques et responsables, qui veulent appliquer partout. Ouais. Peu importe, même si la régulation nous permettait de le faire, ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Ouais, pourtant, Sébastien Rosanès, toutes les marques sont en compétition terrible. Donc, est-ce que les COMEX, les présidents ne vont pas dire, écoutez, vous êtes gentils, mais l'éthique, on oublie aux États-Unis parce que les règles sont comme ça. Enfin, bon, l'éthique aux États-Unis, tu appliques juste la règle finalement de l'État dans lequel tu opères. C'est ça le minimum. En Europe, les règles sont beaucoup plus restrictives que dans la plupart des pays dans le monde. Vous ne pouvez pas faire l'identification faciale. Et en Chine, ils le font tous les jours. Vous passez dans un supermarché, ils vous reconnaissent et ils sont capables de dire vous êtes telle personne et vous êtes déjà identifié dès votre entrée dans le magasin. Sur la santé, c'est en Chine. Sur la santé, la régulation est extrêmement différente selon les pays. Donc nous, oui, on s'adapte, mais on a notre colonne vertébrale, on a notre ADN et nos règles globales qui nous gèrent et qui nous guident au quotidien. Olivier Romain-Joly, donc ça veut dire le Master Data Management ne fait que commencer. Oui. Avec et ces problèmes éthiques, réglementation qu'il va falloir intégrer. Complètement. Et puis intégrer, c'est-à-dire qu'une même donnée, elle est multinationale et il va falloir être capable de la gérer avec ses spécificités locales dans une même solution, c'est-à-dire la même donnée. Et ça, c'est effectivement ce qu'on propose et c'est la complexité. Eh bien, merci messieurs, c'était passionnant. Enfin, on a compris ce que c'était que la data, l'IA dans les grands groupes. C'était une première, je pense qu'elle vous a plu autant qu'elle nous a séduit. Prochain rendez-vous, c'est la nuit de la data et de l'IA, c'est le lundi 3 février, on va vous retrouver. Voilà, c'est au Théâtre de la Madeleine, le théâtre sera blindé, donc si vous avez envie de venir, eh bien, il faut vous inscrire très vite. Merci à tous, à bientôt.